Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Bourse Live, 2 jours de débat, de table ronde, 2 jours d'interview et on va commencer justement cette édition de Bourse Live avec une société à la loupe et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de L'Oréal et comme la thématique de cette édition des Bourse Live c'est l'Europe, eh bien on s'est dit qu'il serait intéressant de faire un focus complet sur ce que représentent ces zones pour le numéro 1 mondial de la beauté, marché, perspective de croissance, implantation, innovation, autant de sujets que nous allons passer en revue avec quelqu'un qui connaît tout ça sur le bout des doigts, Vianney Derville, président de la zone Europe chez L'Oréal. Bonjour Vianney. Bonjour Laurent. Bon, peut-être une question toute simple pour entamer cet échange. Quand on réfléchit au domaine d'excellence européen, on pense peut-être spontanément automobile, aéronautique, luxe. La beauté, ça en fait donc partie de cette excellence européenne ? Ah oui, je crois qu'on peut dire que le secteur de la beauté, c'est un vrai domaine d'excellence européen. Vous avez 5 des 7 premières entreprises mondiales du secteur qui sont européennes, oui, dont L'Oréal, la première, le leader mondial. Mais l'industrie cosmétique, c'est aussi une contribution de 180 milliards d'euros au PIB de l'Union européenne. Ah oui, c'est pas négligeable. C'est 75 milliards de taxes et impôts divers versés chaque année aux États membres. C'est une balance commerciale très favorable, avec des exportations à hauteur d'environ 26 milliards d'euros. Et puis, c'est quand même, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, beaucoup d'emplois, puisque c'est un secteur qui emploie à peu près 3,2 millions de personnes en Europe, donc c'est assez considérable. Alors, c'est un secteur d'excellence européen, mais aussi français. Il faut voir que l'industrie cosmétique, c'est le 2e secteur en termes d'exportation en France, derrière l'aéronautique et devant les vins et spiritueux. Ah oui, quand même. Donc effectivement, ça compte. On imagine en même temps ce marché européen, peut-être, je ne sais pas, plus mature que d'autres, avec peut-être aussi, mais c'est peut-être aussi un préjugé, vous allez peut-être me dire que c'est le cas, moins de croissance. Alors, effectivement, c'est en partie vrai, c'est en partie pas vrai. Pas complètement. Pas complètement. Alors, d'abord, on vient de vivre 3 années fantastiques de croissance très forte. Ça, c'est le rattrapage post-Covid, c'est alors, ça, il y a en partie, je vais y revenir, il y a en partie, c'est le rattrapage post-Covid. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que si vous prenez 2022, 2023, 2024, donc je ne prends même pas l'année 2021 juste post-Covid, c'est des croissances entre 8 et 10% en Europe. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est un peu exceptionnel, parce qu'il y a eu un effet inflation, puisqu'il y a eu l'augmentation des coûts de matières premières, des emballages, etc., qui ont été répercutés en partie. Mais le marché s'est développé aussi en volume, dans cette même période, alors que souvent, quand il y a pas mal d'inflation, il y a un effet volume inverse. Alors que là, le volume a continué à croître, ce qui montre quand même l'attachement des consommateurs à ce secteur. Il y a eu un mix assez favorable, aussi valeur, puisque des catégories comme les parfums se sont beaucoup développées. Donc on va plus vers le premium, c'est ça ? On va un petit peu plus vers le premium, absolument. Et donc, on a eu une sorte d'hypercroissance depuis 3-4 ans. Alors, j'aurais aussi modérer un petit peu cela. Cette année et pour les années à venir, on prévoit une croissance quand même plus modérée, parce qu'il y a moins d'inflation, en grande partie. Mais cette croissance, elle va rester supérieure à ce qu'elle était avant le Covid, qui était de 2,5-3%. Et on y voit quelques raisons assez importantes. La première, c'est les réseaux sociaux. Il y a énormément de conversations autour de la beauté, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, par les marques, par les influenceurs, par les créateurs, etc. Ça intéresse énormément les consommateurs et ça les éduque. Donc en fait, ils sont de plus en plus à l'aise à utiliser des routines de beauté un peu plus sophistiquées. Ça les éduque et puis ça les inspire. Ça les incite un petit peu à acheter. Ça les incite à acheter. Donc voilà, donc les réseaux sociaux ont joué favorablement. Toujours dans le digital, on peut dire que l'e-commerce est aussi un facteur favorable, parce qu'il a donné de la visibilité à certaines marques qui avaient une plus faible notoriété. Je prends l'exemple de Kérastase, par exemple, qui était pour nous essentiellement vendu dans les salons, qui aujourd'hui est aussi disponible online. Eh bien, c'est une marque absolument formidable de produits de soins capillaires premium. Et la marque a explosé ces dernières années, en partie grâce à sa présence online, sur Internet, tout en gardant des ventes en salon tout à fait respectables, puisque justement la notoriété de la marque a augmenté. Ah oui, donc les unes ne cannibalisent pas les autres, en fait. Il n'y a pas eu de cannibalisation. Donc ça a été vraiment là, pour le coup, pour certaines de ces marques premium qui avaient un canal de distribution limité vraiment additionnel. Et puis,
il y a aussi un segment de consommateurs qui consomment plus online, ce sont les hommes. Parce que c'est vrai que parfois, les hommes sont un peu moins à l'aise pour aller acheter en parfumerie. Par contre, online, ça leur pose un problème. Je me trouvais déplacé dans le magasin, ils n'osent pas franchir la porte. Pour acheter un produit hydratant pour la peau, parfois ils se disent, est-ce que je vais y aller? Par contre, online, évidemment, on est devant son écran, et on y va, on saute le pas. Donc les hommes ont essayé. Mais ça, c'est un des facteurs, le digital. Il y a aussi la démographie. Oui. On a quand même un vieillissement en Europe de la population. Et c'est vrai qu'avec le temps, notamment pour les produits de soins de la peau, on en a plus besoin, des produits anti-rides, bien sûr, ou anti-âge, mais aussi il y a des problèmes de sécheresse cutanée. Donc la catégorie soins de la peau bénéficie beaucoup de la tendance démographique. Et puis enfin, je dirais, dans certains pays d'Europe du Sud et d'Europe centrale, il y a quand même une hausse de pouvoir d'achat assez importante. Et en fait, la beauté est un des secteurs qui bénéficie le plus aux classes moyennes. Quand il y a un développement du pouvoir d'achat. Donc si je prends l'Espagne, le Portugal, mais aussi donc, des pays d'Europe de l'Ouest, mais aussi la Pologne, la Tchéquie, la Roumanie, on a vu quand même des progressions de marché assez spectaculaires. Justement, pour L'Oréal, ce marché européen, il reste quoi? Prioritaire, central? Vous n'allez pas me dire l'inverse, j'imagine. Non, écoutez, je vais vous répondre à quelques chiffres quand même. Oui, l'Europe reste très significative. C'est la première région du monde en termes de chiffre d'affaires. C'est 33% du chiffre d'affaires du groupe, donc un tiers. Et sur ces dernières années, comme je vous l'ai dit, on a eu des croissances assez formidables. Au-dessus du marché, on a fait entre 2022 et 2024 11,9% de croissance moyenne. Et ça a contribué à 42% à la croissance du groupe. D'accord. Donc l'Europe a joué... Significatif, là, ça a été significatif. Et ce n'est pas significatif qu'en termes de chiffre d'affaires, parce qu'en fait, on a 17 usines qui sont implantées en Europe, dont 11 en France. On a 37 000 employés sur les 90 000 chez L'Oréal qui sont basés en Europe. Alors, certaines dans les fonctions centrales à Paris, mais il y a aussi tout le staff des filiales européennes. Et puis, sur le plan des ressources humaines, vous êtes un vivier de talents formidable. Donc, c'est vrai que sur des marchés matures, on a des positions fortes. On se forme pendant un certain nombre d'années en Europe, et puis après, on va travailler pour L'Oréal à l'étranger et dans des régions plus éloignées. Et donc, c'est un vivier de talent très important pour le groupe, en fait. Bon, vivier de talent. Vous l'avez dit quand même, il y a de la concurrence en Europe, puisque voilà, c'est aussi un marché historique. Comment vous parvenez à conserver, voire à gagner des parts de marché dans cet environnement? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est la région du monde où on a la part de marché la plus élevée, puisqu'on a 20% de part de marché et qu'on est à peu près 4 fois plus gros que le deuxième acteur. Donc on a un gap assez important. Et c'est vrai qu'on a réussi ces dernières années à accroître ce leadership. D'abord, je pense qu'il y a eu un programme de transformation et de simplification de nos structures en Europe. Par exemple, on a regroupé à peu près 25 pays en 8 clusters, on a appelé ça des clusters. Ce qui nous permet de dégager des moyens moteurs derrière ou des moyens d'investissement derrière nos marques. Et on les voit derrière, effectivement, ces grandes zones que vous avez regroupées. Oui, absolument. Donc, vous voyez, avant, tout ça, c'était des pays individuels. Donc, on fait des clusters. Ça permet de simplifier. Donc, on va plus vite parfois dans les décisions. Ça permet aussi d'investir plus dans chacun de ces clusters pour augmenter ce qu'on appelle les capabilities. C'est-à-dire des domaines d'excellence dont on a besoin. Et c'est vrai qu'avec la sophistication des marchés, on a besoin d'avoir chaque pays équipé. Et donc, le cluster sert les pays qu'on pourrait appeler satellites. Et puis aussi, on a créé des centres de services partagés qui, là aussi, nous permettent de gagner en efficacité et qui permettent aux affaires marchés de se concentrer sur ce qui est le plus important, sur leur travail, à savoir le consommateur, comprendre le consommateur, lui apporter les produits dont il a besoin avec les activations efficaces et les clients, puisque bien sûr on travaille avec nos partenaires distributeurs et ça c'est le plus important pour les filiales. Donc c'est vrai que la simplification c'est quelque chose d'important. On a pris le pari très tôt sur le e-commerce et sur le digital. Et là, on a progressé de façon assez spectaculaire. Donc, notre part de marché en e-commerce a... Ça vous a surpris d'ailleurs que finalement les consommateurs franchissent le pas de façon aussi naturelle, facile presque? Ou c'est quelque chose que vous avez senti venir? C'est vrai que c'est vrai que ça nous a quand même... Alors, c'est vrai qu'il y a eu l'effet Covid qui a joué un rôle très important. Donc, je pense que là, il y a eu un basculement.
qui fait que quand on était coincé chez soi, nous-mêmes, il y avait plus le choix, on n'avait plus le choix, certains magasins étaient fermés. Et je crois que ça a été un basculement très important et qu'après, c'est devenu naturel pour beaucoup de consommateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, à peu près 20% du marché aujourd'hui se fait online. Ce qui est assez considérable, c'était 11% avant le Covid, juste avant le Covid. Donc c'est quand même des progressions assez spectaculaires. Nous, on a pris un gros pari sur le e-commerce. On gagne 1 point de part de marché par an en moyenne en Europe, sur ce canal de distribution. On a pris le pari du digital avec le groupe, donc c'est vrai qu'on a beaucoup, et ça aussi, ça contribue au développement du marché. On a développé tous les outils de diagnostic pour la peau, pour le cheveu, des laissés virtuels de maquillage pour voir sur son smartphone ce que donne telle ou telle teinte. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que tout ça a incité à accroître la consommation, mais aussi à avoir une relation plus privilégiée avec le consommateur, en fait. Et puis, il y a un facteur qui est quand même très important. Il y a l'innovation des produits, et puis il y a le déploiement de nos marques. C'est vrai qu'on fait régulièrement de l'acquisition de nouvelles marques. Souvent, elles sont fortes régionalement. Donc, je prends l'exemple de CeraVe, qui est une marque de soins de la peau de la division L'Oréal Beauté Dermatologique, qui est extrêmement forte en Amérique du Nord, mais quasiment absente de l'Europe. Et CeraVe, aujourd'hui, c'est devenu en quelques années une marque gigantesque. Je prends 2 autres exemples. On a signé les marques de licence de couture italienne Prada et Valentino. Ça a été des croissances très spectaculaires ces dernières années. Et même sur des marques européennes, historiques, françaises, je crois que vous connaissez peut-être la marque Mixa. Oui, oui. Qui est une marque, alors qui était vraiment jusqu'à présent franco-française, très ancrée dans le patrimoine français. Et on a vu qu'il y avait une opportunité de la développer en Europe. Et aujourd'hui, cette marque connaît un succès formidable en Allemagne, en Italie, et est en train d'être déployée partout. Donc vous voyez, on a aussi un réservoir de croissance et de gain de part de marché qui se fait par le déploiement de nos grandes marques. Justement, oui, voilà, c'est un peu la transition toute trouvée. Il y a encore des relais de croissance, il y a encore de nouvelles activités, de nouveaux besoins à aller chercher. Oui. Moi, je suis convaincu qu'il y a encore énormément de potentiel de croissance pour L'Oréal. D'abord parce que la beauté, c'est un marché d'offres. Et les consommateurs répondent toujours présent quand les innovations sont pertinentes. Et là-dessus, on peut quand même s'appuyer sur la recherche de L'Oréal, la créativité de nos équipes marketing. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est un marché élastique, c'est pas juste un marché figé. Et si on prend par exemple le segment du maquillage, on achète parfois des produits dont on n'a pas nécessairement besoin aujourd'hui, juste parce que ce sont des produits attirants et on se dit qu'on va pouvoir... Ça a l'air pas mal, ça, quand même. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, ensuite, on a encore des licences ou des marques à déployer. Je parlais tout à l'heure de Prada Valentino, mais là, on a signé, comme vous le savez, les licences pour Miu Miu, pour Jacquemus. On vient de signer un accord avec une marque anglaise de soins de la peau pour une participation majoritaire, une marque qui s'appelle Medicate. On a acquis il n'y a pas très longtemps la marque Aesop, qui a des boutiques qui est plus forte en Asie qu'en Europe, donc il va falloir qu'on déploie. Donc vous voyez, il y a encore un déploiement du portefeuille de marques. Ensuite, il y a, en termes géographiques, au sein de l'Europe, les pays d'Europe centrale notamment représentent toujours un fort potentiel de croissance. Quand on regarde la consommation en valeur d'un pays d'Europe centrale par rapport à un pays d'Europe de l'Ouest, il y a encore des écarts assez importants. Donc, la distribution se développe là-bas. Niveau de vie que vous évoquiez. Il y a l'augmentation du niveau de vie. Il y a aussi nos partenaires distributeurs qui se déploient, qui ouvrent des magasins, et notamment des magasins plus premium. Et donc, le segment des produits premium va continuer à se développer. On pense qu'il y a aussi de l'expansion via les cibles consommateurs. Je parlais des hommes tout à l'heure. Et en fait, les hommes, qui représentent quand même la moitié de la population, ne représentent que 25% du marché. Et nous, L'Oréal, on a une part de marché inférieure sur la cible masculine. Donc on va investir. Et puis, il y a les plus de 50 ans. Là aussi, pour finir, on voit qu'avec la démographie, ce marché va continuer à se développer. Et donc, on a des parts de marché à aller chercher. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi un autre territoire de croissance pour L'Oréal possible, qui sont les territoires adjacents. Si vous prenez, vous avez vu, vous connaissez le boom des compléments alimentaires. Eh bien, le marché des suppléments de beauté est en train de se développer. Il va falloir m'expliquer ce que c'est que les suppléments de beauté. Les suppléments de beauté, vous savez que par exemple, vous avez besoin la peau a besoin de collagène.
pour se régénérer, et ben, vous pouvez utiliser des produits topiques qui contiennent du collagène. Vous pouvez aussi prendre des pastilles ou des suppléments de collagène. Donc, les suppléments de beauté, ça va beaucoup se développer. C'est déjà en train de se développer. Je crois qu'au niveau de l'Europe, ça représente à peu près 15 milliards d'euros. C'est un marché qui représente à peu près 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez, ça, c'est un territoire tout à fait ouvert pour nous. Bon, bien entendu, il faut faire des produits très sérieux. On veut avoir des produits dont l'efficacité est prouvée. Donc, on fait ça de façon progressive et très sérieuse. Mais c'est un territoire évident de croissance potentielle pour le futur. Mais il y en a d'autres. Vous avez l'esthétique. Vous savez que L'Oréal a pris une participation de 10% dans Galderma. Donc c'est vrai qu'il y a de plus de gens qui font des procédures en Europe, des injections par exemple. Et donc ça, c'est un territoire potentiel qu'on explore. Et puis enfin, vous avez les appareils de beauté connectés. On a lancé, là on voit l'image, le Airlight Pro, qui est un sèche-cheveux totalement révolutionnaire. Et si vous demandez à un coiffeur ce qu'il en pense, il va vous dire que c'est formidable parce que, un, il fait moins de bruit. Deux, il consomme beaucoup moins d'énergie. Et en plus, il a tendance à mieux interagir avec le cheveu et à être plus en respect de l'intégrité de la fibre capillaire. Y compris au niveau des équipements, on peut amener de l'innovation. Voilà, en fait. Au niveau des équipements. Et donc, je pense que c'est aussi un secteur qu'on va développer en partenariat avec d'autres sociétés. Mais vous voyez, entre les suppléments de beauté, l'esthétique, les appareils connectés, la beauty tech, on a encore un potentiel de croissance, même en Europe, assez important. Il y a encore de quoi faire, et ça m'amène là aussi à cette question. On le voit, ce que vous avez évoqué, ce que vous avez présenté, ce sont des produits innovants, et c'est un petit peu le thème de cette édition, avec peut-être cette question un peu inquiète, il faut le dire, est-ce qu'on peut encore innover en Europe? Est-ce que l'innovation L'Oréal se fait encore en Europe? Alors, d'abord, petit moment de célébration. Bon, allons-y. Le magazine Fortune a publié la semaine dernière le classement des 300 entreprises les plus innovantes en Europe. Les entreprises européennes les plus innovantes. Eh bien, L'Oréal arrive en tête, a été classé sur les critères d'en fait de produits innovants, processus d'innovation et, j'allais dire, mindset d'innovation, état d'esprit. Et c'est vrai que l'innovation est vraiment dans l'ADN de L'Oréal. Depuis toujours. Alors, est-ce qu'elle se passe en Europe? Oui, en très grande partie. Donc c'est vrai qu'on a développé un centre de recherche dans le monde, mais en fait, vous avez l'ensemble de la recherche avancée de L'Oréal qui est basée en France. On dépose entre 500 et 700 brevets par an. La grande majorité d'entre eux, chaque année, sont déposés en Europe. D'accord. Vous avez des unités formidables comme à Lyon, la société Episkin qui appartient à L'Oréal, qui développe des peaux reconstruites qui permettent, sans faire aucun test sur animaux, et ce depuis très très longtemps, de tester l'efficacité et la sécurité des produits. Et d'ailleurs, on met à disposition ces peaux reconstruites pour d'autres secteurs d'activité. Et puis, on acquiert aussi, on fait des partenariats avec tout un tas de start-up ou de biotech européennes qui sont très pointues, très innovantes et qui vont nous permettre de développer de plus en plus de solutions de green science, c'est-à-dire des formules qui intègrent de plus en plus d'ingrédients naturels, biosourcés, sourcés durablement. Et là, on a un exemple, et c'est vrai que certaines étaient montrées dans le salon Viviatech la semaine dernière, de partenariats assez extraordinaires. Alors, parfois, on prend des participations, parfois on acquiert, parfois c'est juste des partenariats. Et c'est dans le domaine de la formulation, mais c'est aussi dans le domaine des emballages, du packaging, où on a notre grand centre de recherche packaging avec des scientifiques des matériaux, des designers, des ingénieurs. C'est basé à Paris, ce qu'on appelle le Pack Lab, avec plus de 250 personnes, qui nous permettent d'assurer à la fois l'innovation de demain et les développements d'aujourd'hui. Et là aussi, en Europe, on fait tout un tas de partenariats, par exemple avec Carbios, vous savez, qui déploie des solutions de plastique recyclé. Et là, on est aussi très en avance par rapport à nos pairs. Et on collabore avec tout un tas de sociétés européennes. Donc oui, la recherche de L'Oréal se fait encore
essentiellement en Europe. En Europe. Et il y a beaucoup d'innovations responsables. On va avoir l'occasion d'y revenir. Moi, il y a quand même une question qui me titille un petit peu. Est-ce que ce consommateur européen, il a des spécificités par rapport au consommateur américain, par rapport au consommateur asiatique? Est-ce qu'il est très fidèle à des produits qu'il connaît finalement depuis l'enfance? Parce qu'il y a toujours un produit L'Oréal qui nous accompagne depuis très jeune. Ou est-ce que, à l'inverse, vous l'avez un petit peu évoqué, il est très sensible à l'innovation? Ou est-ce que finalement, vous allez me dire, il y a quasiment autant de consommateurs européens que de pays en Europe? Alors d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a des différences de consommation de produits de beauté dans le monde qui sont vraiment liées aux cultures et aux traditions. Par exemple, j'ai vécu en Asie et le plus important dans la beauté pour la population asiatique, c'est le soin de la peau. Oui. C'est vraiment le signe d'être en bonne santé, c'est la façon dont on se présente vis-à-vis des autres, donc ça joue un rôle dans les relations sociales absolument fondamental. Et si vous allez de l'autre côté de la planète, au Brésil, le cheveu, c'est ce qui est le plus important. C'est essentiel. Donc vous voyez, déjà, il y a une importance de la culture et des traditions. Et puis après, vous avez quand même la physiologie, ce qu'on appelle les phénotypes. Si vous avez des cheveux fins, vous allez chercher plutôt du volume. Si vous avez des cheveux bouclés, assez denses, vous allez chercher de la discipline, de l'hydratation, de la nutrition, de la réparation. Donc vous voyez, en fonction aussi du type de cheveux, de peau que vous avez, prenez quelqu'un qui a une peau plus foncée, elle va chercher pour son maquillage des teintes avec des pigmentations plus importantes, juste pour que les lèvres ou les pour que l'effet de contraste soit présent. Exactement. Ouais. Donc tout à fait. Donc vous voyez, en fonction du type de peau, du phénotype, il y a des... Et puis il y a d'autres facteurs exogènes comme le climat. Oui. Si vous vivez en Asie du Sud ou en Amérique du Sud, qui sont des climats plus chauds, plus humides, oui. Vous allez chercher des textures beaucoup plus fluides, des produits plus matifiants. Alors que vous aimez bien que si vous... En Europe du Nord, par exemple. Voilà, en Europe du Nord, vous allez plutôt chercher des textures un peu plus nutritives. Hydratantes, oui. Plus hydratantes. Donc, vous voyez, donc il y a des différences. Donc, au sein même de l'Europe, c'est vrai qu'entre un Espagnol et un Danois, on va avoir des comportements d'achat un petit peu différents. Après, il y a quand même des tendances mondiales qui sont aussi portées par les réseaux sociaux. Donc récemment, par exemple, il y a eu une grande tendance autour du glow, l'éclat, à la fois pour la peau et le cheveu. Oui. Et là, c'est des tendances mondiales. Ça brille, c'est ça? Voilà, il faut que ça brille. Et pour que ça brille, il faut utiliser des produits de beauté. Et donc là, vous avez des tendances qui se retrouvent. Donc il y a à la fois des spécificités et puis des locales, régionales. Et puis, il y avait quand même des tendances de consommation... Presque internationales, finalement. Presque internationales. Et d'ailleurs, c'est vrai que nos marques... Alors, parfois, au sein d'une même marque, les marques sont internationales. Nos marques sont la plupart du temps internationales. Mais elles vont avoir un catalogue un peu différencié afin de s'adapter aux besoins du consommateur. Et c'est aussi pour ça qu'on a des centres de recherche dans différentes régions du monde. Bon, c'est pour être au plus près des consommateurs. J'en profite parce que vous êtes sur le plateau. Qu'est-ce qu'il y a sur la feuille de route de Vianney Derville pour l'Europe? C'est quoi vos challenges et vos objectifs? Bon, les objectifs, c'est de continuer à surperformer, à se développer de façon durable, vertueuse, bien sûr. Les challenges, c'est assez intéressant. Alors, bien sûr, il y a la concurrence et qui a un peu changé de nature, ou en tout cas qui s'est élargie. Avant, en Europe, on avait en face de nous les grands groupes internationaux. Et donc les grandes marques internationales. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a aussi et surtout ce qu'on appelle les marques indies, qui sont des marques plus indépendantes, souvent très actives sur les réseaux sociaux, avec parfois derrière un fondateur ou un créateur avec une personnalité forte, qui a une communauté qui arrive à se développer très vite finalement. Qui se développe très vite, qui est très agile, ce sont des plus petites structures. Et donc là, c'est vrai que c'est un nouveau type de concurrence. Alors, en même temps, c'est stimulant. D'abord, c'est stimulant pour le marché. Ces sociétés contribuent à la croissance du marché. C'est stimulant pour nous, parce que ça nous oblige à être réactifs. On ne se repose pas sur ses lauriers. Exactement. Ouais. Et puis, qui sait, on peut éventuellement regarder l'acquisition de telle ou telle de ces sociétés, parce que la capacité de L'Oréal à internationaliser les marques, c'est aussi une des grandes forces du groupe. Oui, à continuer à faire alors que souvent, ces sociétés, elles sont très fortes sur un marché.
ou sur quelques marchés, mais elles n'ont pas une présence internationale, et pour elles, ça serait compliqué d'avoir une présence internationale. Donc c'est aussi des potentialités d'acquisition. Et je dirais qu'il y a un deuxième challenge, c'est quand même la réglementation européenne. Oui, on va en parler. C'est vraiment essentiel qu'on ne soit pas trop étouffé par de nouvelles contraintes qui font qu'au lieu d'en fait d'innover constamment, on consacre trop de nos ressources en fait à la conformité. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut que l'industrie européenne, le secteur de la beauté européen reste au top, reste très dynamique. Et c'est vrai que pour ça, il faut qu'on innove. Et il faut que les ressources d'entreprise, elles soient consacrées à l'innovation et pas uniquement ou à la mise en conformité, ce qui est parfois assez coûteux. Justement, sur cet aspect réglementaire, on a en ce moment la directive Omnibus, la Commission européenne. On a le sentiment, peut-être qu'elle a pris conscience qu'elle était allée peut-être un peu trop loin en termes d'exigences adressées aux entreprises européennes. Comment vous voyez cette évolution? Si vous aviez peut-être une baguette magique, là, tout de suite, qu'est-ce que vous aimeriez changer sur cet aspect réglementaire? Bon, d'abord, avant de changer, il y a des choses qu'il faut garder. C'est vrai que la réglementation européenne, elle a des aspects très positifs. Elle s'attache quand même à garantir la sécurité du consommateur, la protection des données individuelles, etc. Donc nous, on est plutôt en soutien d'une réglementation européenne. Et d'ailleurs, souvent, la réglementation européenne inspire les autres régions du monde, quand même. Donc elle est très regardée. Donc elle a des aspects positifs. Je dirais pas. Mais c'est vrai que si on avait une petite baguette magique, il y aurait deux, trois demandes. D'abord, qu'il n'y ait pas des changements trop fréquents et constants, avec des délais raisonnables de mise en conformité. C'est-à-dire que si on pouvait avoir beaucoup de visibilité et qu'on essayait de grouper les demandes, ça serait quand même plus facile que de gérer des changements permanents. Et puis ensuite, il faut surtout éviter la superposition entre la réglementation européenne elle-même et les États membres. Je prends un exemple, les emballages. Vous allez avoir des consignes de ce qu'on appelle le labelling, d'étiquetage, émises par l'Union européenne. Mais parfois, les pays locaux font du zèle. Donc ils vont dire, bah non, mais pour trier pour nous, il faut que vous mettiez tel pictogramme en plus sur nos packaging. Alors, vous allez avoir l'Italie qui a son pictogramme, puis la France va en vouloir un autre, puis éventuellement l'Allemagne. Donc on unifie, mais pas vraiment, en fait. Donc voilà. Si on pouvait vraiment unifier, ça serait quand même formidable. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, je pense qu'il faut faire très attention aussi au coût de reporting. Je pense qu'il y a des règles. Les sociétés, je crois qu'on peut leur faire confiance. Elles sont là pour les respecter. Et puis éventuellement, il y a des contrôles. Comme dans plein de domaines, le respect des droits de la concurrence. Il y a des contrôles, et c'est très bien. Mais si jamais il faut payer tout un tas de gens pour produire du reporting sur des centaines de KPI, franchement, c'est très, très inefficace. Voilà, donc c'est vrai que la Commission, vous l'avez cité au début avec l'Omnibus, et suite au rapport Draghi, semble avoir une approche plus pragmatique. Peut-être, hein. On verra. Mais, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc on va rester très attentif. Bon, et malheureusement, j'ai pas de baguette magique. En tout cas, une constante, on sait que l'engagement ESG pour les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, RSE, on parle aussi parfois, dans l'activité de L'Oréal, c'est central. On a aussi le sentiment que l'Europe fait un petit peu cavalier seul sur le sujet, même si pour le coup, on peut trouver que c'est une bonne chose. Justement, c'est une fierté pour vous que la croissance, notamment de L'Oréal, elle puisse se faire de façon plus vertueuse, plus durable? Oui, c'est un motif de fierté, mais c'est surtout notre responsabilité. Et je pense que c'est important pour les consommateurs, pour les habitants de cette planète, pour nos collaborateurs aussi, c'est très important. Et c'est vrai qu'on est très fiers d'à la fois avoir une performance économique remarquable, mais aussi d'avoir une performance sur le plan environnemental et sociétal. C'est notre devoir, et c'est vrai que c'est une source de fierté. Alors, on le voit à l'écran, on a un programme très important qui s'appelle L'Oréal for the Future, qui est un programme mondial, mais je vais vous donner quand même quelques chiffres sur l'Europe. C'est vrai qu'on agit sur les différentes dimensions, le climat, la circularité, l'engagement social et sociétal. Donc, sur le climat aujourd'hui en Europe, 100% de nos sites utilisent à 100% des énergies renouvelables. On est parvenu. Ça, c'est quand même assez dingue comme chiffre. Ouais, ça a été un programme. On s'était donné la date de 2025 et on l'a tenu. Donc, c'est nos sites administratifs, toutes nos usines, nos centrales de distribution. On est à 100% d'utilisation d'énergie renouvelable. Je vous l'ai dit, on a eu une croissance assez forte des dernières années. Et malgré ça, si je compare à 2019, qui a été un peu un point de départ,
on a réduit de 25% l'émission de CO2 liées au transport de nos produits. Parce qu'on a trouvé des sources de transport alternatives, parce qu'on a travaillé avec nos clients. Donc on arrive, malgré la croissance, à réduire notre empreinte environnementale sur le plan du CO2. En termes de circularité, on est très engagé aussi. D'abord sur le plastique recyclé. Alors là, c'est plutôt les capacités offertes de plastique recyclé qui sont limitées, qui nous limitent. Mais c'est en train de se développer, on va y arriver. Et puis, on a un programme très important sur les recharges de produits. Alors d'abord, on a conçu des produits, désormais, la plupart des produits qu'on conçoit, ils sont rechargeables. C'est assez facilement. On n'est pas obligé de racheter le produit et l'emballage qui va avec. L'emballage, oui. Donc, on déploie ces recharges en ce moment même partout en Europe et sur l'ensemble des catégories de produits. On le fait de façon très très volontariste. On est aidé en cela par les distributeurs. Parce que c'est vrai que pour le consommateur, c'est un changement de comportement aussi. Et donc, on déploie aussi des efforts marketing importants pour inciter le consommateur à avoir un comportement plus vertueux. Et on donne aussi un avantage économique. Parce qu'on sait, pour que ça fonctionne, que ce soit un petit peu moins cher. Il faut que ce soit quand même moins cher et c'est légitime pour le consommateur. Donc c'est vrai que les recharges, c'est important. On travaille aussi sur ce qu'on appelle le material merchandising pour réduire son empreinte carbone. On le fait très bien, par exemple, sur nos meubles quand même assez importants de maquillage. Là aussi en partenariat avec nos distributeurs. Les meubles qu'on retrouve, c'est ça, dans les magasins. Dans les magasins, pour présenter en fait les produits. Et aussi, on a des mobiliers qui ne sont pas forcément des mobiliers qui sont amenés à durer, ce qu'on appelle les PLV semi-permanentes. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on, grâce au partenariat, on les réutilise plus fréquemment au lieu de les envoyer au recyclage ou à la benne. Et donc là, c'est quand même un chantier très important. Et sur l'impact social, on a 37 grandes marques internationales. Chacune d'entre elles porte une cause. Donc, vous avez par exemple la Roche-Posay, qui est la cause très importante, c'est la prévention du cancer de la peau. Et même l'accompagnement de personnes qui souffrent d'un cancer de la peau. Donc ça, c'est un enjeu de santé publique important. Mais vous avez aussi des causes comme celle de Laura Alpari, qui a toujours défendu l'émancipation des femmes, on a réussi à former 680 000 personnes à date sur comment réagir en cas de harcèlement de rue, par exemple. Donc si vous êtes vous-même victime ou si vous êtes témoin d'une situation de harcèlement. Les bons gestes à avoir. Voilà, les bons gestes à avoir. Voilà, donc chaque marque a une cause et la développe dans l'ensemble des pays. Et puis, vous avez aussi une initiative que je trouve, qui est à plus petite échelle, mais que je trouve très vertueuse et qui se fait en France, qui a démarré en France. Et on a un partenariat avec Emmaüs. On a ouvert des centres socio-esthétiques pour les personnes les plus vulnérables, souvent les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Et donc, le temps d'un moment privilégié, elles vont bénéficier non seulement de produits, mais surtout de l'accompagnement. L'accompagnement, soins socio-esthétiques qui leur redonnent un peu de dignité, qui sont des moments un peu privilégiés. Et on a démarré en France avec Emmaüs et on va déployer ça dans l'ensemble de l'Europe. Bon, en guise de conclusion, parce que je vous ai bien écouté, berceau du groupe, marché historique, mais qui reste tourné vers la croissance, l'innovation. Quand je vous écoute, finalement, j'ai l'impression que l'Europe, c'est un ancrage solide, c'est aussi une force de rappel pour L'Oréal, c'est finalement cette dimension que les gens et que les investisseurs qui nous regardent aujourd'hui doivent retenir, Vianney. Alors, puisqu'il y a sûrement des actionnaires qui nous regardent, d'abord je pense que c'est important de rappeler que sur le long terme, le marché mondial de la beauté est en croissance chaque année. Donc ça donne de la visibilité. La seule exception, ça a été l'année du Covid. D'abord et avant tout parce que les magasins étaient fermés. Donc, et on voit que malgré tout, les gens ont réussi à consommer. Oui, absolument. Bon, un petit peu moins, mais quand même, ils consommaient. Mais en dehors de cette année très particulière, il y a une croissance très régulière du marché de la beauté. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel pour L'Oréal dans les marchés émergents où il y a un gros développement du pouvoir d'achat, comme je l'ai cité pour l'Europe de l'Est, mais c'est vrai de l'Asie du Sud, c'est vrai de l'Amérique latine, etc. Mais c'est vrai que dans un moment où il y a un contexte international assez incertain. Il y a eu un ralentissement de la croissance chinoise, il y a un contexte géopolitique. Y compris aux États-Unis, on voit que la croissance au premier trimestre. Il y a des problèmes de confiance, il y a l'histoire bien sûr autour des droits de douane, etc. C'est une vraie force pour L'Oréal d'avoir un ancrage européen très solide, et on tient à cet ancrage européen. Et vous savez, au-delà de ça, la grande force de L'Oréal, c'est d'être, in fine, par rapport à d'autres groupes, très équilibré, puisqu'on est présent dans toutes les géographies, on est présent dans tous les canaux de distribution,
Hein, salon de coiffure, pharmacie, parfumerie, online, grand magasin, supermarché, hypermarché. Et on est présent avec des gammes de produits à tous les niveaux de prix. Oui, c'est ça. Ah, oui, donc c'est vrai qu'en fonction du contexte, on s'adapte et on peut décider d'allouer nos investissements là où on sent que la croissance va venir. Donc ça nous donne quand même une forme d'agilité et en même temps d'avoir un socle effectivement très solide. Mais on est très fiers, les équipes européennes sont très fières de cet ancrage solide et d'être souvent, c'est vrai, pilote pour le groupe sur tout un tas d'initiatives. Ouais. Voilà, l'ultra-résilience de L'Oréal et cette présence, cette force de l'Europe. Explication sur toute la stratégie du groupe, sur ce qu'on appelle à tort sans doute le vieux continent, signé Vianney Derville, président de la zone Europe. Merci beaucoup Vianney. Merci beaucoup Laurent. Voilà, c'est terminé pour cette société à loupe L'Oréal. Restez avec nous parce que d'ici moins d'une demi-heure, on va se retrouver avec Michelin pour le même genre d'exercice. Merci, restez avec nous pour Bourse Live.